On va, grâce au miracle de la technique, être en duplex avec Michael Sandel. Bonjour. Hello. Bonjour. Vous allez bien, Michael Sandel? Alors, Je vais très bien, merci. Je suis content d'être avec vous, Guillaume. Alors, il faut d'abord que je vous présente. Vous êtes professeur à Harvard et on vous doit un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit sur la tyrannie du mérite. Et Michael Sandel, en tant qu'enseignant de philosophie, donc en tant qu'universitaire, vous débutez cet ouvrage par une histoire qui est, à mon avis, particulièrement édifiante sur les États-Unis d'aujourd'hui. Vous expliquez comment un certain nombre de gens, il y a quelques années, ont été conduits à tricher pour que leurs enfants entrent dans des universités cotées. Il faut que vous nous expliquiez à nous, Français, comment ils s'y sont pris pour réussir à tricher de la sorte, Michael Sandel. Oui, alors ils ont recruté un courtier corrompu, un agent qui a créé de faux dossiers et des dossiers universitaires et scolaires pour leurs enfants, et il a réussi à cela. Et il a réussi à les faire admettre, ces étudiants. Leurs parents l'ont payé énormément d'argent et ils ont réussi à faire admettre leurs enfants à certaines des plus grandes universités des États-Unis. Et j'utilise cela comme un conte moral pour expliquer comment la méritocratie s'est fourvoyée. Bien sûr, ces élèves n'ont pas été admis selon leur mérite, mais cela pose la question suivante. Pourquoi est-ce que la concurrence pour l'admission aux universités les plus prestigieuses, pourquoi est-elle si intense qu'elle entraîne ce genre d'excès, Guillaume? Et oui, et ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans cette histoire, c'est que bien entendu, elle a eu immédiatement un écho politique, puisque les républicains aux États-Unis ont considéré qu'il s'agissait là d'une preuve de plus que l'élite démocrate était une élite qui trichait. Et finalement, comme vous le rappelez, Michael Sandel, l'une des inégalités les plus fortes aujourd'hui, l'un des combats les plus forts, il se fait entre ceux qui ont des diplômes et ceux qui n'en ont pas. Absolument. Et l'un des plus grands fossés de la politique actuellement aux États-Unis, mais aussi en France et en Grande-Bretagne, c'est le fossé entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas un diplôme universitaire. Donc la morale de l'histoire de ce scandale, à la triche aux admissions dont on parlait, n'est pas simplement que certains parents ont essayé de payer pour corrompre quelqu'un, pour faire admettre leurs enfants à l'université, c'est que même sans corruption, il y a un énorme avantage donné aux étudiants, aux États-Unis et aussi en France, dans la concurrence pour les concours d'entrée à l'université si ces enfants viennent de familles aisées, dans le top 100 des familles. Et les 100 universités les plus sélectives des États-Unis, savez-vous quelle est la proportion d'étudiants qui viennent de familles fortunées ou aisées? Plus de 70%. Pas parce qu'ils ont payé pour se faire admettre, comme on en parlait tout à l'heure, mais simplement parce que leurs parents aisés ont compris comment, dans une société méritocratique, ils pouvaient transmettre leurs privilèges à leurs enfants en les équipant pour pouvoir entrer dans la course à l'admission aux plus grandes universités. Mais alors, est-ce que ça veut dire, Michael Sandel, que cette inégalité scolaire et cette reproduction d'inégalité scolaire, elle empêche toute réussite pour ceux qui n'ont pas de diplôme, elle freine leur épanouissement aussi? Qu'est-ce que vous en pensez en tant que philosophe et en tant qu'enseignant aussi? Eh bien, ça m'inquiète. Bien sûr qu'il y a des exceptions.
Il y a de jeunes personnes très brillantes qui viennent de familles plus pauvres et qui passent ces concours et qui réussissent à se faire admettre, mais ce sont les exceptions. C'est un chiffre relativement faible. Donc on ferait une erreur si l'on supposait que la réaction primaire à l'inégalité dans nos sociétés, à une égalité qui s'est approfondie pendant l'ère de la foi aveugle envers le marché dans l'ère de la mondialisation, ferait une erreur si on pensait que la réponse principale à l'inégalité, c'est cette ascension sociale grâce à l'éducation supérieure. Les jeunes qui viennent de milieux défavorisés, qui peuvent s'élever grâce à l'éducation supérieure, ça nous inspire, mais c'est un chiffre assez faible. Cela montre donc que la mobilité et que la méritocratie grâce à l'éducation supérieure ne sont pas des réponses adéquates aux inégalités qui se sont aggravées ces dernières années, ces dernières décennies. Et même peut-être pire, Michael Sandel, puisque on pourrait aller jusqu'à dire, en vous suivant, que la méritocratie est une forme de leurre. Mais c'est une fausse promesse, à mon avis, que cette méritocratie. Auparavant, nous pensions que l'avancement au mérite, que la méritocratie était une expression de l'égalité, une voie vers une société plus égalitaire. Et c'était particulièrement vrai quand on pensait à l'Ancien Régime, quand on pensait que l'autre solution, c'était le privilège aristocratique, la possibilité de pouvoir s'en sortir sur la base du mérite et de pouvoir s'élever grâce à ses propres talents. Ça avait l'air d'être une possibilité libératoire et aussi un nouveau chemin vers l'égalité. Mais de nos jours, nous nous rendons compte que la méritocratie n'est pas l'ami de l'égalité. Ce n'est pas l'ami de l'égalité. En fait, cela fournit une justification, une logique, une excuse pour l'inégalité. Ça n'est donc plus l'idée égalitaire, progressive ou libératoire que l'on pensait que c'était auparavant. Mais est-ce que ça provient du fait, Michael Sandel, que l'on n'a pas choisi les bons critères pour sélectionner les personnes, que ces différents concours, examens, en fait, ils ont des biais et qu'ils recrutent socialement? Oui, alors il y a des problèmes liés à ces examens d'entrée. Ces tests objectifs, comme on les appelle, ne sont pas véritablement objectifs pour les raisons que vous évoquez. Et on peut essayer de les améliorer pour en éliminer les biais et les rendre plus équitables. Mais pour autant, est-ce que cela créerait une société juste? Je ne le crois pas. Parce que même si nous avions une méritocratie parfaite, avec absolument aucun biais dans les examens, même si, d'une certaine façon, nous pouvions mettre tout le monde au même point de départ dans la vie, eh bien, alors, selon l'idéal méritocratique, tout le monde est sur le même pied, et donc c'est ceux qui le méritent plus, y arrivent. Eh bien, quid de ceux qui sont plus talentueux que d'autres? Est-ce de mon fait si j'ai des talents qui sont récompensés par la société? Est-ce de mon fait si les talents que je me trouve avoir sont valorisés et récompensés par la société autour de moi? Prenez l'exemple des sportifs. Prenez Lionel Messi, par exemple, qui a été transféré récemment au Paris Saint-Germain. Combien est-ce qu'il gagne? Environ 41 millions de dollars par an, quelque chose de cet ordre. Et comparez ce que gagne Messi avec ce que gagne le meilleur enseignant, ou bien ce que gagne une infirmière ou un médecin. Est-ce qu'on peut donc en conclure que Messi mérite de gagner 1000 fois plus que le meilleur enseignant du secondaire? Ce que cela souligne, c'est que le fait d'avoir certains talents qui sont valorisés, ça n'est pas la base du fait d'être méritant. C'est cela que présuppose l'idée de méritocratie. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il y a d'ailleurs de fort dans votre travail, Michael Sandel, c'est que vous expliquez que
la méritocratie est critiquable en tant que méritocratie. Vous n'expliquez pas que c'est une fausse méritocratie. Alors, il y a d'autres explications, mais en France, où évidemment Pierre Bourdieu est très populaire sur ce type de questions, sa sociologie est très populaire, on considère qu'en réalité, les universités, le système scolaire sélectionne sur un savoir-être plus qu'un savoir-faire, et que c'est cela finalement qui est injuste. Est-ce que c'est ce que vous considérez vous aussi? Oui, oui, je pense. Mais l'argument que vous venez de soulever ici, Guillaume, est que le problème de la méritocratie n'est pas simplement que nous ne sommes pas à la hauteur de ce système et que nos méritocraties sont imparfaites et que c'est nous, dans la pratique, qui ne sommes pas à la hauteur. Le problème, c'est que l'idéal a lui-même un défaut. La méritocratie a un côté sombre. Le côté sombre de la méritocratie, même une méritocratie parfaitement mise en œuvre, le côté sombre, c'est qu'elle vient corroder l'intérêt commun, elle vient corroder la solidarité. Et voilà pourquoi ceux qui réussissent, ceux qui arrivent au sommet en viennent à croire que leur succès est de leur propre fait. C'est une mesure de leur mérite. Et, partant, ils méritent toutes les récompenses que leur offre le marché. Et aussi, par implication, ceux qui ont du mal, ceux qui sont abandonnés sur le côté, eh bien, doivent aussi mériter leur sort. La méritocratie, donc même une méritocratie parfaite, surtout une méritocratie parfaite, viendrait créer un certain hubris auprès des gagnants et une certaine humiliation parmi ceux qui sont abandonnés. Voilà un problème qui est intrinsèque au problème de la méritocratie et passe par le moment de notre incapacité à être à la hauteur de ce système. Alors, une autre hypothèse, Michael Sandel, serait par exemple de considérer que le fétichisme du diplôme est forcément générateur d'un système injuste et qu'il y a beaucoup trop d'excès dans notre adoration des diplômes. Est-ce que vous seriez d'accord avec cela? Oui. L'un des derniers préjugés acceptables qui reste dans notre société, c'est ce fétichisme de la qualification, un préjugé en faveur de ceux qui ont un diplôme universitaire, surtout venant des plus grandes universités et des plus grandes écoles, et une tendance de ceux qui sont qualifiés, qui ont des diplômes, à prendre de haut ceux qui ont moins de chances, qui ont moins de diplômes qu'eux. Et ce fossé vient créer un fossé entre les gagnants et les perdants. C'est un fossé qui s'est aggravé et c'est l'une des sources les plus puissantes, selon moi, Guillaume, du retour de bâton populiste contre les élites. Cette idée parmi les classes laborieuses qui n'ont pas de diplôme universitaire que les élites les prennent de haut. Mais alors, justement, parce que vous, moi, beaucoup de personnes qui sont dans cette salle, nous appartiendrions à ce qu'un certain nombre de personnes, par exemple des électeurs de Donald Trump, appelleraient des élites. Est-ce que vous n'êtes pas en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis, puisque ça n'est pas possible, par exemple, de faire de la philo, vous êtes prof de philo, sans justement faire des études, avoir forcément des diplômes. Je ne sais pas si Socrate avait des diplômes, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait de la philo. Oui, Socrate n'avait pas de diplôme, c'est vrai, et il n'était même pas professeur. Mais ce que j'admire chez Socrate, c'est que pour lui, la philosophie dépendait d'un dialogue avec le citoyen ordinaire, y compris ceux qui n'avaient pas de diplôme, et pouvoir réfléchir, remettre en question, remettre en cause les hypothèses. Mais je pense que vous avez raison. Ceux d'entre nous qui sommes dans ce débat, ceux qui sont dans cet amphithéâtre, nous faisons partie de ceux qui ont le privilège de nos diplômes, de nos qualifications, et parfois cela nous fait oublier le fait que la plupart de nos concitoyens n'ont pas de diplôme universitaire. Une majorité n'a pas de diplôme du supérieur aux États-Unis, en France et dans la plupart des sociétés démocratiques. Ce que cela signifie, c'est que nous faisons une erreur si
nous créons une économie qui rende obligatoire ou qui fasse une condition nécessaire d'un travail digne et d'une vie décente un diplôme du supérieur. C'est cela que nous avons fait, surtout ces dernières décennies pendant l'ère de la mondialisation. La mondialisation a donc apporté énormément de bénéfices pour ceux qui se sont retrouvés au sommet, les 20% les plus riches de nos sociétés, mais pour les 60% les moins riches, les salaires ont stagné et ils ont même perdu de l'emploi. Non seulement cela, mais l'impression d'humiliation qui vient du fait que quand les gagnants se disent à eux-mêmes et à tous les autres que « moi je l'ai gagné, je l'ai mérité », j'ai aussi participé à cette concurrence pour obtenir tout ce que j'ai accompli et donc je mérite tous les bénéfices que j'en retire. Et c'est cela qui a créé cette politique toxique et le danger pour la norme démocratique que l'on voit dans les démocraties du monde entier, Guillaume. Mais là, on vous suit bien, mais je repose ma question sur la philosophie ou sur d'autres domaines. Il y a des savoirs, et ces savoirs ne peuvent que être enseignés dans des universités, dans des lieux de savoir. Est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, à défendre à la fois ces lieux et aussi l'un des systèmes, alors peut-être allez-vous m'éclairer sur ce point, mais on ne peut pas imaginer d'université sans diplôme et que l'on parle de la philosophie, de la physique que c'est. Alors, comment justement réussir à poursuivre malgré tout les enseignements et les savoirs que vous incarnez étant enseignant à Harvard et que d'autres incarnent aussi, Michael Sandel? D'accord, bien sûr, vous avez raison, Guillaume. Mais là, je vais dire les choses clairement. Je ne développe pas des arguments à l'encontre des universités ou bien contre les diplômes du supérieur. Le fait d'encourager de plus en plus de jeunes à avoir un diplôme du supérieur, c'est une bonne chose. Et le fait de rendre abordable l'éducation supérieure pour ceux qui viennent de milieux défavorisés, c'est encore plus important. Mon argument n'est donc pas du tout un argument anti-universitaire et pas du tout contre le supérieur. C'est tout à fait le contraire. Je pense que le fait qu'on ait transformé des universités en machines à trier pour une méritocratie concurrentielle tournée vers le marché, c'est ça l'erreur. L'erreur, ça n'est pas de valoriser et de soutenir les universités et l'enseignement supérieur. L'erreur, c'est de les avoir transformés en établissements dont la mission principale et de donner encore plus de qualifications et de définir le mérite qui viendra être valorisé par une société mercantile. C'est le problème non seulement pour ceux qui en sont exclus, mais c'est aussi un problème, Guillaume, pour les universités elles-mêmes. Parce que cela détourne l'attention des biens intrinsèques que sont censés apporter les universités, y compris développer la philosophie, l'amour de l'enseignement et de l'apprentissage. Au-delà de cela, la fonction de networking et de qualification des universités vient évincer toutes les autres fonctions. Et donc, même le corps professoral en vient à oublier les biens intrinsèques, les biens humains, les sciences sociales, l'apprentissage, l'éducation, qui devraient être incarnés dans l'idéal par les universités. Mais alors, justement, comme en tant que philosophe, Michael Sandel, vous avez beaucoup réfléchi à la notion de justice et de bien commun. Il y a d'autres manières, par exemple, d'envisager l'État et l'égalité des chances, puisque finalement, votre ouvrage pose la question de l'égalité des chances. Et c'est par exemple la voie qui a été ouverte par Frédéric Hayek. Je vous propose de nous présenter en quelques mots Frédéric Hayek et de nous dire pourquoi cet auteur présente une opinion, un avis ou une vision des choses intéressante, y compris d'ailleurs pour la critiquer, Michael Sandel. Eh bien, je ne partage pas la philosophie politique de Friedrich Hayek. C'était un défenseur du marché libre qui pensait que la liberté
dépendait de notre conception de nous-mêmes en tant que participants au marché libre. Je ne suis pas d'accord. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est que Hayek, même s'il n'est pas un sociodémocrate, il rejette l'idée selon laquelle le marché définit le mérite. Il a pu le voir, même s'il était en faveur du libre-échange et du marché libre, il savait que c'était une condition de la liberté. On ferait une erreur si l'on supposait que ce que gagnent en termes pécuniaires les personnes sur le marché libre est une mesure de leur mérite, de ce qu'ils méritent, de ce qu'ils ont gagné. Il ne pensait pas cela. Souvent, on pense que les critiques de la méritocratie, comme moi, ne viennent que de la gauche, du côté plutôt sociodémocrate. Ceux qui veulent développer l'intérêt commun et la solidarité sociale, et donc on met l'accent sur le fait que nos talents ne sont pas de notre propre fait, mais le fait de la chance. Mais même Hayek, un penseur du libre marché, en venait à la même conclusion. Il n'était pas en faveur d'une économie organisée, mais il a quand même reconnu que le fait que mes talents ou vos talents, qui sont fortement valorisés, qui nous apportent beaucoup, ne sont pas simplement de notre fait, parce que nous avons eu la chance d'obtenir ces talents. C'est une question de chance, de hasard, que l'on ait pu recevoir ce que le marché exige. Et donc, dans sa défense du marché libre, il en est venu au paradoxe de rejeter philosophiquement l'idée que le marché définit le mérite. Et je crois qu'il avait raison en cela, mais qu'il se trompait quand même sur son idée et son idéologie plutôt mercantile. Mais alors, ce qu'il y a de très paradoxal dans l'époque où nous vivons, notamment en France plus encore qu'aux États-Unis, c'est que le discours sur l'égalité des chances et la démocratisation de l'enseignement, il n'a pas cessé. C'est un discours qui est extrêmement ancien et qui est répété presque par tous les gouvernements. Alors, est-ce que ça veut dire, Michael Sandel, que ces gouvernements nous trompent, ou bien est-ce que cela signifie qu'ils ont affaire à des forces qui finalement les dépassent ? Eh bien, cela dépend de la logique, de la justification qui est adoptée pour mettre l'accent sur l'égalité des chances dans l'enseignement supérieur. La démocratisation de l'enseignement supérieur, selon moi, c'est très important. C'est un aspect nécessaire d'une société juste. Mais pourquoi est-ce important? Il y a deux réponses possibles à cette question. L'une des raisons pour laquelle c'est important, et sur laquelle ont insisté beaucoup d'hommes politiques, que vous avez évoqué dans tout l'échiquier politique, eh bien, l'idée selon laquelle la seule façon de pouvoir surmonter les inégalités économiques, de patrimoine, de puissance et de revenus, c'est de leur dire « allez à l'université et ensuite vous pourrez vous-même vous élever socialement ». Ça, à mon avis, c'est une réponse erronée aux inégalités, parce que l'ascension sociale individuelle par l'enseignement supérieur ne peut qu'aider un tout petit nombre de personnes dans notre société. En soi, ça n'est pas une réponse adéquate aux inégalités. Les taux d'ascension sociale aux États-Unis et en France sont relativement faibles. Selon une étude de l'OCDE, savez-vous combien de générations il faut pour qu'une famille pauvre puisse arriver même au revenu intermédiaire? Au Danemark, il faut 2 générations. En France et aux États-Unis, il faut 5, voire 6 générations. L'idée selon laquelle l'ascension sociale individuelle grâce à l'enseignement supérieur est la réponse aux inégalités, c'est cela l'erreur. Cependant, la deuxième raison pour mettre l'accent sur un accès démocratique et à une égalité des chances et un élargissement de l'accès à l'enseignement supérieur, c'est une raison citoyenne. Les citoyens démocratiques devraient être exposés au genre d'éducation citoyenne, y compris la philosophie politique et morale, qui viendra les équiper, qui devrait équiper tous les citoyens pour pouvoir être des citoyens efficaces dans une démocratie. Voilà l'un des biens intrinsèques de l'enseignement. Et je ne crois pas que cet enseignement civique devrait être disponible uniquement à ceux qui sont admis dans les grandes écoles.
Moi, je défends une diffusion large d'un accès démocratique à l'éducation, notamment l'éducation civique, y compris à la philosophie, selon que l'on cherche à obtenir un diplôme ou pas, selon que l'on ait un travail manuel ou que l'on ait un travail intellectuel ou qu'on soit un universitaire ou pas. Mais ça, c'est un argument différent. Ça n'est pas un argument qui est de dire qu'on peut résoudre les inégalités de revenus, de pouvoir ou de patrimoine simplement en encourageant les jeunes à obtenir un diplôme. C'est cela la fausse promesse. Est-ce que la pandémie va ou a déjà empiré les choses, Michael Sandel, avec aussi un mouvement aux États-Unis, par exemple, de contestation des frais de scolarité importants des universités par des étudiants qui, bien souvent, n'étaient pas en présentiel? Je crois que les mouvements qui remettent en cause des frais de scolarité élevés sont très importants et ils méritent qu'on les soutienne. La pandémie a peut-être renforcé ces mouvements, mais la pandémie a aussi mis en lumière les inégalités en général qui préexistaient à la pandémie. Et de façon la plus spectaculaire, la pandémie a mis en lumière le fossé entre ceux d'entre nous qui pouvaient travailler de chez eux pendant la pandémie et ceux qui soit ont perdu leur emploi ou qui, pour pouvoir aller travailler, devaient s'exposer à un risque accru. Voilà un signe d'espoir, Guillaume. Pendant la pandémie, ceux d'entre nous qui ont télétravaillé n'ont pu que se rendre compte à quel point nous dépendons des travailleurs que nous ne voyons même pas, les livreurs, les manutentionnaires, les travailleurs de supermarché, les aides-soins, les assistantes maternelles. Ce ne sont pas les mieux payés ou les plus reconnus dans nos sociétés, mais pendant la pandémie, nous avons commencé à apprécier leurs contributions. On a commencé à les appeler travailleurs essentiels. Ça pourrait être le moment d'un débat public plus large pour pouvoir faire en sorte que leur salaire et leur reconnaissance soient mieux alignés sur l'importance du travail qu'ils accomplissent. Merci beaucoup, Michael Sandel, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La tyrannie du mérite. C'est publié aux éditions Albin Michel. C'est un ouvrage passionnant et il est traduit par Astrid von Büsekist.